Bonjour, merci d'avoir bravé la pluie, les embouteillages aussi, et d'avoir répondu à notre appel. C'est un grand plaisir que je vous accueille ici pour cette septième édition des ASCOM, l'édition 2019, qui nous rassemble, est exceptionnelle, parce que je sais que la salle sera pleine. Elle est exceptionnelle. Elle intervient 12 mois, jour pour jour, après la mémorable prestation de Jacques Séguéla dans cette salle, sur cette même salle des ASCOM. C'était sa première grande conférence en Afrique et certainement la seule. Vous savez, ce type de performance, quand on organise des événements, c'est bien. Quand on fait Jacques Séguéla, on fait d'autres célébrités, c'est bien. Mais après, le danger, c'est qu'est-ce que tu fais après? Donc, on avait cette crainte. Et puis, il y a quelques semaines, on a dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose par rapport aux femmes de l'industrie de la communication? J'avoue que quand l'idée a été lancée, les femmes ont répondu, mais avec enthousiasme. Je voudrais vous en remercier, mais très sincèrement du fond du cœur. Vous savez, la place de la femme encore en Afrique dans les entreprises est étroite, même s'il y a quelques progrès. Ah, Françoise est là, je pense. Voilà. Donc, elle est bien placée, elle connaît bien la question, même si c'est blanc, mais il y a de l'espoir, parce que dans les conseils d'administration, dans les entreprises, il y a quelques nominations, il y a des femmes à responsabilité et qui le font bien, qui sont performantes, talentueuses. Mais s'agissant de notre industrie, l'écosystème de la communication, la réalité est plus parlante depuis des décennies. Parce que dans notre secteur, pour moi, c'est la femme qui porte le secteur de la communication. Que ce soit dans le conseil, le marketing, l'événementiel, le digital, l'intelligence artificielle maintenant, les relations publiques, la vente, le commercial, la femme a toujours été au cœur de la performance. C'est pour ça qu'on a voulu les réunir sous un même toit pour saluer leur mérite, leur talent. Mais au-delà des femmes de l'industrie même de la communication, c'est un hommage à l'excellence féminine africaine. J'avoue que la pluie déçoit un peu, mais ce n'est pas grave. Elles vont arriver tout à l'heure parce que le programme, je sais, le clou, c'est les awards et ça va faire le plein. Donc, je vous en remercie. Et j'ai bon espoir que cette édition, parce que c'est le but aussi, suscitera davantage de vocation, de talent. Et puis, je voulais surtout, parce que je ne veux pas être long, pour terminer simplement, vous inviter à suivre les échanges qui vont avoir lieu tout à l'heure, parce que les intervenants, c'est des femmes de talent. La conférencière principale, notre invitée d'honneur, sera Sasefao Béré, que je remercie très fort. En dépit de son agenda très chargé, elle a accepté de venir de Londres. Elle va prononcer cette conférence justement sur l'impact des femmes africaines dans l'économie continentale. Après, il y aura Anaïs Giraud, qui très gentiment nous a appelé de Lyon pour dire qu'elle souhaiterait intervenir aux ASCOM. Je voulais l'en remercier, mais très sincèrement, parce que ça dénote aussi du fait que ce qu'on entreprend ici, fait modestement du chemin. Et c'est encourageant. Après, vous aurez en déjeuner, c'est un peu sur invitation quand même, mais en déjeuner, vous aurez des femmes de talent qui vont parler de leur parcours. C'est des parcours uniques, inspirants. Je voudrais qu'elles partagent ce qu'elles ont fait, ce qu'elles savent faire, leur performance, leurs ambitions. Et puis, bien sûr, à 14h30, il y aura ce qu'ils attendent, ceux qui ne sont pas encore arrivés, mais c'est ce qu'ils attendent, effectivement, la cérémonie des awards, qui va avoir la consécration d'une trentaine, mais de grands talents au féminin de la communication. Je souhaite que les hommes soient très nombreux à cette rencontre. Le ministre Sidi a annoncé sa présence.
lui qui, en 2016, déjà, quand j'étais venu relancer les ASCOM, disait que les ASCOM, c'était la crème de la crème. Mais ce soir, s'il est là, cet après-midi, pardon, il verra que c'est l'hyper crème de la crème parce que les femmes qui vont être primées là sont de très haut niveau. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une bonne édition des ASCOM. Merci à Monsieur Michel Russell-Lauré, promoteur des ASCOM. Je vais revenir très rapidement sur le programme en rappelant que tout à l'heure, Mme Terrasse Assefa Opéré donnera une conférence sur le leadership des femmes africaines dans l'industrie de la communication, quel impact pour l'économie. Et juste après elle, on procédera à la visite des stands et une pause café vous sera servie. La suite, ça sera une intervention, on le disait tout à l'heure, de Anaïs Giraud, technologie, modèle d'achat et performance, les 3 enjeux de l'achat d'espaces publicitaires du digital. Un panel s'en suivra, qui sera animé par Fatim Sissé, directrice générale de Dux, Lika Girandou Ndiaye, directrice générale de Légende Conseil, Kadidiatou Soumaoro, directrice marketing et développement de Sania Compagnie, Seina Boudia, directrice générale de Global Mind Consulting, et Annick Koné, directrice générale de l'Académie du service, sur le thème « L'expérience client, un levier de performance ». Voilà. Le déjeuner rencontre qui nous permettra évidemment d'échanger avec des success stories qui vont se dévoiler et partager leur expérience, avec notamment Nabou Fall, Mireille Fomekong, Nicole Soulou, Yodan Tilaoun, Seinabou Dia et Marianne Batili. On va tout de suite et maintenant écouter M. Lamberaka, le représentant de Madame la ministre Anouloto. Chers amis, en me présentant ce matin ici, ce n'était pas pour parler à la place de Madame le ministre, c'était surtout pour l'accompagner. Parce que c'est les femmes qui sont à l'honneur. Et c'est elle qui est femme, ce n'est pas moi le barbu. Mais malheureusement, à la toute dernière minute, compte tenu des exigences de son emploi du temps, parce qu'à 13 heures, nous allons procéder à la fermeture effective de la décharge d'Aquedo et au lancement des travaux de réhabilitation de ce grand centre d'attraction qu'est l'ancienne décharge d'Aquedo. C'est pour ça qu'elle n'a pas pu venir, parce qu'elle est à pied d'œuvre en ce moment même sur le chantier d'Aquedo. Donc, la voix que vous allez entendre est une voix d'homme, mais c'est un message d'une de vos sœurs, tant aimée par vous-même. Ainsi donc, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, distinguées autorités, chers communicateurs, chers invités, Mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse, c'est toujours pour moi un grand honneur d'être parmi vous, hommes et femmes de la communication, hommes et femmes des médias. C'est toujours madame qui parle. Je suis d'autant plus heureuse que vous me donnez l'agréable opportunité de renouer avec une thématique qui me passionne, le leadership féminin. Nous ne sommes pourtant pas le 8 mars, mais notre ami Lauré Russell et son équipe veulent certainement nous rappeler que la femme mérite d'être célébrée tous les jours. Un mérite reconnu. Aussi voudrais-je saisir l'occasion qui m'est offerte pour exprimer ma profonde gratitude à Russell
pour l'honneur qu'il me fait en m'invitant à présider ce rendez-vous numéro 1 des acteurs de la communication dans le cadre de la 7e édition des ASCOM. Je suis d'autant plus fier de vous, cher Lauré, que vous avez eu la merveilleuse idée de mettre le leadership féminin à l'honneur de ce premier rendez-vous des acteurs de la communication. Je voudrais également saluer le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, mon jeune frère Sidi Touré, pour sa présence distinguée ce jour. Je tiens particulièrement à le féliciter pour avoir accepté de se joindre à l'initiative du promoteur des ASCOM pour reconnaître le mérite des femmes du secteur de la communication et du marketing. Je n'en suis certes point surprise, mais il importe de reconnaître la grandeur d'âme de tous ces hommes, décideurs du secteur privé et du public, qui mettent un point d'honneur à faire de la femme un maillon essentiel de la vie de nos pays. Merci, Monsieur le ministre et chers frères. Je voudrais enfin saluer tous les invités qui ont répondu à cette invitation et en particulier toutes mes sœurs ici présentes, ces braves femmes leaders, pour l'intérêt qu'elles accordent à cette tribune qui leur est consacrée et pour leur présence distinguée. Mesdames et messieurs, nous sommes à une tribune de reconnaissance des as de la communication, du marketing et de l'événementiel. La 7e édition des ASCOM, pour une journée d'échange et de distinction d'éminentes personnalités qui se sont distinguées pour leur savoir-faire. Et ces personnalités retenues sont principalement des femmes. C'est là même qui, de plus en plus, se font remarquer de manière positive dans les secteurs d'activité. Femmes de Côte d'Ivoire, femmes d'ici et d'ailleurs, femmes d'Afrique, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Madame Michelle Obama, et elle a parfaitement raison. Dans tous les secteurs, les femmes qui osent excellent et avancent aux côtés des hommes sans aucun complexe. Et je voudrais donc, distingués invités, saluer et rendre un hommage mérité à toutes ces femmes du secteur de la communication qui savent bien tirer leur épingle du jeu et qui ce matin ont été identifiées et reconnues comme étant exceptionnelles dans ce monde passionnant mais combien délicat et contraignant du secteur de la communication, du marketing et de l'événementiel. Quelle fierté pour nous, femmes, pour l'honneur que vous nous faites. Bravo et surtout bonne continuation. Le plus difficile, d'ailleurs, commencera dès la fin de cette cérémonie. Oui, chères sœurs, femmes leaders, as de la communication, élus du jour, il vous revient la haute charge de maintenir le cap, d'améliorer vos performances et de contribuer à renforcer le positionnement des femmes et leur leadership à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes sincères remerciements à Russell Lauré pour sa constance et sa perspicacité. Merci surtout de croire en la femme et à tout son potentiel. Vous avez parfaitement raison d'y croire. Je voudrais me permettre, à cet effet, de partager avec vous cette pensée de Mme Hillary Clinton, et je cite, « Les femmes sont
le plus grand réservoir inexploité des talents au monde. Fin de citation. C'est donc avec cette pensée pleine d'espoir que je déclare ouverte la journée d'échange et de distinction du rendez-vous numéro 1 des acteurs de la communication. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur Lambert Aka. Je vous demande encore des ovations, évidemment, pour... On va y aller avec la grande conférence de Teras Assefaou Béré. Je vous espérer que je prononce bien, parce que ce n'est pas toujours aussi évident. Bon, j'ai essayé. Mais avant, j'aimerais la présenter au public qui ne la connaît pas. Il faut savoir qu'elle est fondatrice et directrice générale de Brandcoms, qui est basée à Londres. Vous aurez certainement deviné aisément que c'est une entreprise qui œuvre dans le secteur de la communication. Il faut savoir qu'elle a grandi dans l'Érythrée, déchirée par la guerre, avant d'émigrer au Canada, puis de s'installer au Royaume-Uni. Alors il faut savoir, pour la petite géographie, que l'Érythrée est située en Afrique de l'Est, donc frontière avec l'Éthiopie, le Soudan, Djibouti. La capitale de l'Érythrée, c'est Asmara. Le pays est indépendant depuis 1993 seulement et ne compte que 6 millions d'habitants. Il faut savoir que notre invitée revendique une expérience dense qui font d'elle une communicante très sollicitée. Elle a lancé son entreprise en 2003 et en a fait un cabinet conseil de référence pour les entreprises qui cherchent à se développer au-delà de leurs frontières, notamment sur le continent africain. En 2006, elle a eu la clairvoyance de développer et d'établir Brandcom comme l'une des premières agences à promouvoir les pays émergents et les opportunités d'investissement en Afrique subsaharienne. Elle était aujourd'hui classée par le très influent The Holmes Report parmi les 25 meilleurs innovateurs des industries de communication et marketing d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que par Forbes comme une des personnalités les plus influentes du continent africain. Je vous demande de faire un tonnerre d'ovation pour l'invité d'honneur de cette 7e édition des ASCOM, Teras Assefaou Béré, fondatrice et directrice générale de Brandcoms. Thank you. I am sorry I don't speak French. Please allow me to speak in English. Invited guests, colleagues, ladies and gentlemen, please allow me first of all to thank the President of ASCOM, Michelle, for organizing this fantastic event and for inviting me to share my story. Permettez-moi tout d'abord de remercier le président des ASCOM, M. Michel Lauré-Russel, d'avoir organisé cet événement et de m'avoir convié à partager mon histoire avec vous aujourd'hui. And thank you for the warm Ivorian welcome in this great city of Abidjan. Thank you. If we can go to the next slide after. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Next one. I think we've been through this. Prochaine diapo. Next. Okay. The topic today about is women in leadership and the impact of communications in the economy as a whole. Le thème de cette journée est l'impact de la communication et des marques sur l'économie.
Women in leadership, or the lack of, is a hot issue of debate across the globe today. More needs to be done, but I take great pride in the fact that Africa has made commendable progress. Le leadership féminin ou son insuffisance est un sujet de débat partout dans le monde aujourd'hui. Même bien qu'il reste beaucoup à faire, je suis fière que l'Afrique fasse des progrès remarquables dans ce domaine. A recent report by the UN Economic Commission for Africa's African Center for Gender reveals that our continent leads significantly on women's participation in decision-making, surpassing Asia, the Pacific, and the Middle East. We only need to look at countries like Ethiopia and South Africa, which has recently achieved 50-50 gender parity in leadership, and impressively, with more than 60% gender parity, Rwanda sits at the top of the global ranking. And for those of you who may not know, the first picture is of the president of Ethiopia. This picture is the Minister of Trade and Industry of Rwanda. Un récent rapport publié par le Centre africain pour le genre de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique révèle que l'Afrique a une longueur d'avance en ce qui concerne la participation des femmes aux décisions. Comme vous avez pu le constater sur l'écran, la première image, la première photo était celle de l'honorable présidente du Rwanda, de l'Éthiopie plutôt. Et maintenant, nous avons l'image du ministre du Commerce et de l'Industrie du Rwanda, son Excellence Madame Soraya, qui est sur l'écran. L'Afrique a une longueur d'avance en ce qui concerne la participation des femmes aux décisions, dépassant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient. Il suffit de voir les exemples de l'Éthiopie et de l'Afrique du Sud, deux pays qui ont atteint la parité au gouvernement, tandis qu'avec plus de 60% de femmes au gouvernement, le Rwanda domine les classements internationaux. Ensuring women's full and effective participation in all areas of leadership, from corporate to political life, is one of the targets embedded in the African Union's Agenda 2063, the Africa we want, as well as in the UN Sustainable Development Goals. One of my passions is to ensure I play my role in realizing this goal. Comme vous le savez, assurer la participation totale et efficace des femmes dans tous les domaines du leadership, de l'entreprise et de la sphère politique est l'une des priorités de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine, ainsi que les objectifs de développement durable de l'ONU. L'une de mes passions, nous dit notre invité du jour, est de veiller à ce que je participe à faire de cet objectif une priorité. Right. My background as an African woman, as well as a global citizen, informs of what I do today as a founder and managing director of Brand Communications. I was born and raised in beautiful Asmara, Eritrea. You can go back. During the war, times were hard, and some of the direct effects of the war on my family are hard to forget. However, I have great memories of the good times spent with my loved ones in Eritrea before moving to Canada at the age of 18. Mon histoire en tant que femme africaine et citoyenne du monde informe la plus grande partie de ce que je fais aujourd'hui. En tant que fondatrice et directrice générale de Brand Communications, c'est l'histoire que je suis venue partager avec vous aujourd'hui. La belle ville d'Asmara, comme on peut le voir sur l'écran, en Érythrée pendant la guerre. J'y suis née, j'y ai grandi. Les temps étaient durs et les conséquences directes de la guerre sur ma famille sont difficiles à oublier. Néanmoins, j'ai aussi le merveilleux souvenir des moments que j'ai passés avec mes proches en Érythrée avant de m'installer au Canada en 1989. At home, my father constantly advised me about the importance of pursuing quality over materialism as a pillar for career development. With this in mind, I now contribute to the creative industry in Africa through brand development and communications. I focus on building iconic brands for Africa, of course, to help drive the profitability of our clients,
but also to showcase the best of Africa to the world. Conservant à l'esprit le conseil de mon père sur l'importance de privilégier la qualité par rapport au matérialisme tout au long de sa carrière, j'ai décidé de me dévouer à ma passion. Je contribue à l'industrie créative en Afrique en développant des marques et des communications. Je me spécialise dans la création de marques emblématiques pour l'Afrique afin d'accroître la rentabilité de nos clients, mais aussi pour faire découvrir au reste du monde le meilleur de l'Afrique, sa diversité et son vaste patrimoine culturel qui la différencie de tous les autres continents. Brand Communications constantly strives to execute top quality deliverables to our clients by delivering and maintaining high standards in terms of quality and professionalism, and also seeking out and nurturing young African talent, particularly young African women. Pour cela, je propose à mes clients des services d'excellence en assurant des niveaux élevés de qualité et de professionnalisme et en formant des jeunes talents africains. Ensemble, nous avons bâti en 17 ans une agence qui emploie aujourd'hui plus de 50 personnes et en majorité des jeunes. Together, we have built a 50-plus strong agency in 17 years. Nous pouvons applaudir ceci. 17 ans, une agence qui emploie plus de 50 personnes. At Brand Communications, we are differentiated by our passion for Africa and our purpose and commitment to creating and building iconic African brands. Our aim is to increase the competitiveness of our clients, brands, and fuel enterprise in Africa by making their presence felt on national, regional, and world stage. We achieve this through creating relevant, world-class branding and design to further the aspirations, leadership, and catalytic qualities of this brand and increase their resonance and uptake in local, regional, and global markets. Une stratégie de marque adaptée pour atteindre les objectifs de ces marques leur permet de dominer le marché, amplifier leur résonance et inciter à leur adoption sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Ladies and gentlemen, as I am sure you will agree, the reach and impact of marketing communications and brands especially is multifaceted. Mesdames, Messieurs, je suis sûre que vous partagez mon avis. La portée et l'impact des communications, marketing et des marques en particulier comportent de multiples facettes. On a macro scale, marketing communications seeks to increase consumer awareness of a product. It consolidates the commitment of existing customers and attracts new ones. The evidence strongly suggests that advertising and public relations are extremely important for the overall level of economic activity. They oil the wheels of economy, provide jobs, boost growth in an ambiguously positive way. In January 2013, Deloitte Economic Consultants, in cooperation with the UK's Advertising Association, published the first of two significant studies of how much the advertising industry contributes to the UK economy. They found that £16 billion of advertising spent supported 100 billion of economic activity. Again, they estimated the size of the relationship is large. Advertising has fueled, on average, about 15% of growth for the major G20 economies over the past decade, and in some years, the contribution was as high as 20%. Sur le plan macroéconomique, les communications marketing permettent de mieux faire connaître le produit aux consommateurs. Elles fidélisent les clients et captent de nouveaux clients. Les études ont montré que la publicité et les relations publiques ont un impact très important sur l'activité économique. Elles stimulent les économies, elles créent des emplois et impulsent la croissance de manière très nette. En janvier 2013, le cabinet Deloitte, en collaboration avec l'Association britannique de la publicité, a publié la première de deux études majeures sur le rôle que joue la publicité dans l'économie britannique. Ils ont constaté que 16 milliards de livres investis dans la publicité
ont généré 100 milliards de livres d'activité économique au Royaume-Uni. Je répète, 16 milliards investis dans la publicité ont généré 100 milliards de livres d'activité économique au Royaume-Uni. 15% de croissance ces 10 dernières années dans de grandes économies du G20. 16 milliards investis pour 100 milliards de bénéfices. And through the societal lens, advertising isn't just a commercial tool, it's also a powerful driver of social change. It can save taxpayers money. As John Fanning points out on his study, I Must Be Talking to My Friends, there are many case studies that show how government advertising adds to rather than diminishes the public purse. Public sector advertising has been instrumental in influencing positive change in societies around the world. La publicité n'est pas uniquement un outil commercial, c'est aussi un moteur du changement social et elle permet d'économiser l'argent du contribuable. Comme le souligne John Fanning dans son livre Must Be Talking to My Friends, de nombreuses études de cas montrent que la publicité faite par les gouvernements économise des fonds publics plutôt que le contraire. Therefore, as members of the creative sector, we must continuously champion creativity to underpin our economic progress, Africa's economic progress. Alors, en tant que membres du secteur créatif, nous devons continuellement être des champions de la créativité pour soutenir le progrès de notre économie. Ladies and gentlemen, as I close, I would like to thank you for your attention, for being here at this conference dedicated to growing brands and to women in leadership. We, women of Africa, will collectively continue to stay ahead of the curve with our relentless and relevant innovation in communications for the benefit of Africa's people, SMEs, corporates, and governments. Je tiens à vous remercier de votre attention et de votre présence à cette conférence. Elle est dédiée au développement des marques et aux femmes leaders. Nous, femmes de l'Afrique, allons conserver notre longueur d'avance grâce à nos innovations dans la communication au profit des peuples, des PME, des grandes entreprises et des gouvernements de l'Afrique. Rest assured, brand communications will continue to develop the iconic brands of Africa for the new world era and to drive forward the continent I love. Thank you so much. Soyez rassurés que ma société, l'agence Brand Communication et moi-même allons continuer de créer les marques emblématiques que l'Afrique aime tant. Merci pour votre attention. And thank you to the beautiful young woman. Merci évidemment. Vu que nous avons quand même pris beaucoup de temps à cause de la pluie et des embouteillages, nous allons passer directement à l'intervention de Madame Anaïs Girotte, en rappelant qu'elle va évidemment vous entretenir sur les technologies, les modèles d'achat et la performance, les trois enjeux de l'achat d'espaces publicitaires du digital. Je demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Anaïs Giraud, la fondatrice de Gramica, qui est une régie publicitaire digitale spécialisée sur l'Afrique subsaharienne francophone. Donc, avant de dire quelques mots sur Gramica, je voulais vous dire un peu plus sur la communication digitale. Et la slide d'après. Donc, le digital, souvent, est compliqué à appréhender parce qu'il y a beaucoup de termes. Ça peut être les termes des réseaux sociaux, on en a des milliers, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Des métriques aussi, on va parler de CPM, CPC, taux de clic, taux de complétion. Les modes d'achat,
de l'achat direct, du programmatique. Donc je vais essayer, dans le temps qui m'a imparti, de vous présenter les principaux canaux que nous utilisons chez Gramica. Slide d'après. Et encore après. Donc le référencement payant. Alors on connaît souvent le référencement naturel, c'est-à-dire que vous tapez recettes de cuisine sur Internet et le premier résultat que vous avez, qui a été mis directement grâce à l'algorithme de Google, est celui qui vous intéresse. Parce que Google aura défini que ce site est pertinent pour vous. Donc le site aura mis les bons mots-clés sur son site qui vous permettra de remonter dans les informations. Mais vous avez la possibilité de déjouer l'algorithme de Google et d'arriver en première position en achetant les mots-clés qui vous intéressent. Donc là, dans mon exemple, hier soir, j'ai tapé vol Abidjan Casablanca et voici les premiers résultats qui arrivent. Vous voyez qu'il y a le petit logo annonce, donc tous ces gens ont payé pour être en première position. Chez Gramica, on propose du coup de gérer cet achat de mots-clés, donc ce référencement payant. Comment on va faire? Parce que des mots-clés, il va falloir en trouver, et des mots-clés intéressants. Donc on va faire un audit du compte. Donc par exemple, si on travaillait pour Last Minute, on prendrait tous les mots-clés qui ont attrait au voyage, qui ont attrait à cette compagnie. Puis on va regarder aussi ce que font les concurrents, sur quels mots-clés ils se mettent, combien de budget ils dépensent en référencement, etc. Et lorsqu'on aura fait ce travail de référencement de plein de mots-clés, on va en avoir des centaines, on va les catégoriser. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous allez taper quelque chose sur Internet et que le premier lien, même s'il est sponsorisé, ça vous intéresse. Et donc, on va se dire, tous ceux qui auront tapé vol Abidjan Casablanca auront cette création, et tous les gens qui auront écrit juste vol Abidjan auront cette création. Et en fait, comme vous pouvez voir, on peut, dans le référencement payant, tout personnaliser. Donc la première ligne, l'URL, toute la description, tous les petits mots-clés. Et donc, on va pouvoir faire de l'A/B testing, tester différentes créas selon différents mots-clés pour que chaque personne qui clique sur votre publicité soit intéressée et ne reparte pas tout de suite, parce que vous payez au clic. Donc l'intérêt, c'est que vous ayez des prospects qui soient vraiment intéressés par ce que vous faites. Le canal suivant, c'est les réseaux sociaux, et je pense que vous en faites tous ici, que ce soit annonceurs ou agences. Encore la slide d'après. Donc là, je vous ai mis un peu les principaux réseaux sociaux avec les chiffres mondiaux, donc qui vous permettent de voir le nombre d'utilisateurs qui est assez impressionnant. Nous nous concentrons surtout sur Facebook, LinkedIn, Instagram et YouTube. Je pense que vous avez déjà remarqué, slide d'après, que lorsque vous faites de la publicité, vous avez peu de likes parce que seulement 3% de vos posts sont vus par vos abonnés. Ce qui fait que vous avez beau avoir 100 000 plutôt fans, il n'y en a que 3% qui vont voir vos posts. C'est des choses qui ont évolué avec Facebook. Avant 2010, par exemple, l'algorithme de Facebook travaille avec le EdgeRank. C'est un système, un calcul qui est affinité fois attractivité fois fraîcheur. Donc si vous veniez de poster quelque chose qui pouvait intéresser votre audience, vous étiez en haut du fil d'actualité. Depuis 2010, les choses ont changé et c'est de plus en plus corsé. Et désormais, il y a 100 000 facteurs qui interviennent pour savoir si on va mettre votre post ou pas. Les facteurs, ça peut être la vitesse de connexion de l'internaute, ça peut être le type de post, les signaux sociaux, le nombre de clics. Si par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous mettez une publicité sur Instagram et dans les premières demi-heures, vous avez plein de likes et vous avez plein de commentaires, votre publicité va être montrée à beaucoup plus de monde. Facebook, Instagram de même, regarde vraiment ce qui se passe dans les premières minutes après votre post. Et du coup, les réseaux sociaux, depuis 2010, se professionnalisent énormément. Et du coup, il faut comprendre ce que veut Facebook. Et Facebook, ce qu'il veut, c'est de l'engagement. Il veut voir plein de likes, plein de commentaires. Et donc, nous, on doit lui répondre avec de l'engagement. Donc, ce qui est intéressant de proposer, du coup, nous, on propose aux annonceurs et aux agences, déjà, de bien choisir son réseau social.
de surtout pas se dire « Tiens, ça c'est mon post sur Facebook et je vais le mettre sur Instagram et sur Twitter et sur LinkedIn » parce que ce ne sera pas la même audience. Donc déjà, choisir le bon, assez basiquement, Facebook grand public, Instagram, plutôt avoir une marque avec de jolies photos et si on veut toucher du B2B, du business, plutôt du LinkedIn. Le deuxième point, c'est d'avoir un calendrier éditorial. Facebook n'aime pas. Quand je poste lundi, mardi, je m'arrête jusqu'à dimanche et puis je recommence 2 semaines après. Ce qu'il faut, c'est d'avoir de la séquentialité et de pouvoir publier assez régulièrement. Donc nous, on propose de faire des calendriers éditoriaux à 3 semaines. Donc, ainsi, on se met d'accord. Voilà ce qui va être publié dans les 3 prochaines semaines, ce qui permet de ne pas avoir de temps mort. Du contenu intéressant. C'est vrai que si vous parlez que de votre marque et que des promos, etc., les gens vont regarder, mais ça ne va pas vraiment créer de l'engagement. Nous, on part sur un système du 1/3. Donc, 1/3, on va parler de la marque, donc de l'annonceur. 1/3, on va parler du secteur, donc de l'environnement, de tout ce qui a pu se passer dans l'actualité. Et 1/3, plutôt, tout ce qui va être de l'humour, des questionnaires, pour engager un peu votre internaute de façon un peu plus ludique. Et enfin, si on veut vraiment pouvoir être vu, il est intéressant de sponsoriser, donc de mettre de l'argent dans vos posts Facebook. Donc les sponsorisations, elles peuvent prendre différentes formes. Donc vous pouvez par exemple toucher tous les internautes qui sont sur Facebook grâce à la data. Donc nous, quand on crée moi en tant que particulier, je crée un compte Facebook, je dis que je suis une femme, je dis mon âge, Facebook se rend compte de ce que j'aime parce que je vais liker certaines pages et toute cette donnée-là va être réutilisée pour faire de la publicité. Vous pouvez aussi aller un peu plus loin et utiliser, bon, je pense que vous ne voyez rien, mais votre fichier client. Si par exemple vous avez une grosse base de données, de mails, vous pouvez prendre vos mails et cibler tous les internautes qui sont sur Facebook et qui ont ce mail-là. Puis vous pouvez aussi étendre en créant des jumeaux statistiques et en disant à Google tous ceux qui ressemblent à ma base de clients, je veux aussi les toucher, ce qui me permettra d'avoir de nouveaux prospects. Et enfin, le retargeting, on a tous été touchés, reciblés. Vous êtes allé sur un site, vous allez sur la page panier, et puis finalement vous avez dit non, je ne l'achète pas, je m'en vais. 2-3 heures après, vous retrouvez la publicité sur Facebook. Ça, c'est un système qui fonctionne bien parce qu'on n'a peut-être pas notre moyen de paiement sur le coup. On a peut-être envie de réfléchir un peu plus longtemps. Et le fait de revoir la publicité 2 ou 3 fois sur Facebook ou Instagram, ça va permettre de convertir plus facilement. Je me passe un peu Instagram et LinkedIn qui sont un peu dans cette même idée, même si, comme je disais, les posts doivent être différents parce qu'on est sur une audience différente. Je pense que vous avez vu, je n'ai pas parlé de WhatsApp. WhatsApp, je le mets à part. Pour moi, c'est un réseau social qu'il faut voir différemment. Et on a pris le parti que ce soit un service après-vente. Donc, quelques mots sur WhatsApp. C'est chaque message sont lus en 90 secondes versus 90 minutes pour les mails, un gros trafic en Afrique. Donc, c'est un média qui peut être intéressant pour les marques. Quand je dis service après-vente, comment on peut le voir? C'est qu'on va créer un compte professionnel pour une marque. Donc là, je vous ai donné 2 exemples. Donc, on va créer un compte avec le logo de la marque, l'URL du site, la description, numéro de téléphone, etc. Ainsi, toutes les personnes qui auront des questions sur cet annonceur peuvent poser la question directement sur WhatsApp. Je suis un assureur, pas tout de suite. Je suis un assureur et mon internaute me dit combien coûte l'assurance, combien ça marche, comment ça fonctionne, etc. Je peux poser mes questions directement sur WhatsApp et quelqu'un me répond immédiatement. Et donc, nous proposons la gestion de votre service client parce qu'on se rend compte que finalement, les prospects, vous pouvez en avoir beaucoup, mais les prospects chauds prennent du temps et du coup, vous coûtent de l'argent. Donc, nous répondons à toutes les questions de vos prospects et lorsque nous voyons que le prospect est chaud, nous vous le renvoyons directement. Là, par exemple, nous travaillons avec une agence immobilière qui me disait que chaque fois que les gens rentraient dans l'agence, ils demandaient est-ce qu'on peut avoir des photos. Et du coup, les secrétaires disaient oui, je vous envoie les photos directement sur votre WhatsApp. Donc, elle prend le numéro de téléphone et elle envoie les photos.
Donc, ce qui fait qu'on n'a aucune trace au niveau commercial. Donc, la photo a été envoyée, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut, et si on perd le téléphone, on n'a plus rien. Sachant que la data, c'est ce qui est le plus important en tant qu'annonceur, c'est ce qui vous coûte le plus cher, mais ce qui peut vous rapporter le plus. Et donc, c'est important de bien la consolider. Et donc là, pour cette agence immobilière, on leur a proposé notre offre. Et donc, nous répondons tous les jours à tous les prospects qui viennent avec des photos des nouveaux bâtiments, les moyens de financement, les tarifs, etc. On leur envoie à la fin du mois tout ce qui a pu être dit, les thématiques principales, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mal compris sur les communications précédentes, et donc on va pouvoir dire à l'annonceur, voilà les questions qui sont récurrentes. Et enfin, l'achat média. L'achat média, c'est faire de la publicité sur des sites internet, qui est à la base notre cœur de métier, parce que nous sommes une régie digitale, donc nous représentons des sites internet. Du coup, mon petit moment sur Gramica. Donc Gramica, on a 3 bureaux. On est à Lyon, à Abidjan et à Dakar. Et on a des représentations commerciales dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne francophone. On existe depuis 3 ans. On est 10 personnes à travailler, réparties dans ces 3 pays. Et on load de nombreuses campagnes. Donc, je vais juste vous faire la slide d'après avec les logos des sites internet partenaires. Voilà. Bon. Du coup, vous voyez qu'il y a plusieurs pays qui sont représentés. Donc, que ce soit Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Burkina, Bénin, Gabon, et j'en oublie. Voilà, nous, notre spécificité, c'est qu'on est une régie digitale. Donc, on permet aux annonceurs, aux agences de pouvoir diffuser directement sur ces sites avec tous les formats que je vous ai présentés précédemment. Et la slide après. Et toujours avec de la data. Comme je disais, c'est vraiment important et nous, on arrive aussi à vous en vendre. Donc, vous pouvez choisir les sites sur lesquels vous voulez diffuser, le genre d'audience que vous souhaitez. Vous voulez que des mamans, vous voulez que des cadres d'entreprise. On va pouvoir vous cibler ces personnes-là. Et faire aussi des ciblages par device. Je fais de la vidéo, du coup, je veux ne cibler que les gens qui ont du Wi-Fi pour éviter que ma vidéo mette du temps à charger. On peut aussi faire du retargeting. Donc, comme je disais, je vois une première créa publicitaire, je clique dessus. La prochaine créa que je vais voir, ça va être la continuité de ma communication. Je pense que je vous ai toutes... Enfin, j'ai essayé de vous dire... la majorité. En tout cas, moi, je reste là toute la journée si vous voulez en discuter de communication digitale. Merci beaucoup. Madame Girotte, s'il vous plaît, en fait, je voulais que vous soyez là s'il y avait quelques personnes dans le public qui souhaitaient poser une question. Merci beaucoup, Madame Girotte, pour votre présentation. Je suis Madame Jocelyne Silué, représentante de la ministre Ephrasie Yao, coordinatrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Et ici, je suis là en qualité de présidente de la 16e promotion Leadership for Air auprès de l'ambassade des États-Unis. Voilà. Alors, ma question se situe au niveau du groupe WhatsApp. Franchement, c'est une belle innovation et nous l'utilisons beaucoup. Donc, j'aimerais savoir, vous avez parlé de la notion de data, tout ça, je n'ai pas très bien suivi cette partie, s'il vous plaît. Merci pour votre question. Alors, nous, on se dit que les groupes WhatsApp, c'est pas agréable parce qu'on peut mettre 260 personnes sur le groupe, tout le monde, vous recevez des messages tout le temps, c'est pas agréable. Là, l'idée, c'est plutôt de mettre en avant le numéro de téléphone de l'annonceur en disant, voilà, si vous avez une question sur cet annonceur-là, voici notre numéro de téléphone. Et c'est de l'opt-in, c'est-à-dire que moi, en tant qu'internaute, je vais rentrer le numéro de téléphone et je vais poser ma question. Mais ma question ne sera vue que par mon interlocuteur. Je ne suis pas dans un groupe. Et donc, c'est ça qui change
un peu toute cette façon de voir les choses parce qu'on est habitué au groupe et là on est vraiment dans l'individuel. Quand je parlais de data, c'est vraiment de la data nom, prénom, numéro de téléphone, mail. Toutes ces informations-là, elles doivent être stockées de manière sécurisée et que vous puissiez surtout les réutiliser. Parce que si c'est pour avoir un prospect pas très chaud en janvier-février et ne plus lui parler jusqu'à l'année d'après, c'est sûr qu'on l'a perdu et qu'il sera allé chez un concurrent. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir pour vous une force commerciale gérée en externe sur WhatsApp. Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis Danielle Diallo, New Product Development Manager à Sania, groupe SIFCA. J'ai une grande question. Pour moi, ce sont de nouveaux canaux de communication. Et on a tendance à se dire, il faut être présent, il faut être vu, il faut collectionner des likes, il faut faire des partages. Mais on a cette problématique-là de en main X francs CFA. Et quel est le retour sur investissement sur la transformation, par exemple, en vente? Je suis sur des développements de projets et de produits. Et quand je dois mettre des budgets et que j'arrive au niveau du digital, par exemple, je me dis, OK, c'est la partie où on va avoir le grand point d'interrogation. On va me dire sur quoi je me suis basée pour dire 2 millions, 3 millions. On a une personne tout à l'heure qui vous donnait des chiffres, par exemple. Est-ce qu'à date, on a des études où on a des cas pratiques ou des exemples qui prouvent qu'on a investi, comme la première intervenante l'a dit, un livre et on a un retour de 6 livres? C'est ma grande question du jour sur le digital. Merci. Merci. Moi, je parlerai pour ma expérience personnelle. Chaque secteur est vraiment différent. On va travailler avec des grands annonceurs qui veulent juste faire de la notoriété, être vu. On ouvre sa page internet où on voit. Et j'ai d'autres annonceurs qui sont plus dans l'e-commerce et eux qui vont vouloir vraiment faire de la performance et de l'optimisation. Pour moi, je trouve que c'est impossible de vous dire pour $1, vous gagnez $3 parce que ça va dépendre de votre marque, ça va dépendre du coût du produit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, et c'est ce qu'on propose à tout le monde, c'est de se dire, je fais une première campagne digitale. Mon objectif, c'était de faire des ventes. Et ben, je vais pouvoir vous dire, vous avez dépensé 1 million de francs CFA, voilà combien vous avez fait de ventes, du coup, votre coût à la vente et le temps. Ce qui permet à la deuxième campagne d'optimiser et de faire moins. Et en fait, pour moi, ce serait impossible de vous dire, voilà, ça marche comme ça, parce que chaque chose est très différente. Si vous faites du Facebook et que votre audience n'est pas du tout sur Facebook et qu'elle ne convertit pas, mais qu'elle convertit plutôt sur les médias, ce ne sera pas les mêmes pricing. Pour moi, le mieux, quand on veut faire de la performance, c'est d'allier les deux. C'est de faire 75% de son budget sur du média et 25% sur du Facebook. Parce qu'on a le problématique sur Facebook de peut-être ne pas être vu, alors que sur les médias, on est vu, et on est sur du contenu qui est qualitatif. Donc, pour moi, pour essayer de refaire, c'est déjà bien créer son site internet, c'est-à-dire de bien mettre ses pixels Facebook pour pouvoir tout retargeter, pour pouvoir calculer, pour qu'on puisse se dire, parce que si vous n'avez pas de pixel Facebook sur votre site, on ne pourra pas savoir combien de ventes ont été faites grâce à ça. Donc, alors, ce pixel Facebook, avoir un pixel, par exemple, Gramica, pour pouvoir calculer tout ce qui a été fait sur les sites internet. Et déjà, en ayant ces deux choses-là, ça vous ramène beaucoup de données, beaucoup d'insights, qui vont vous permettre après, pour votre prochain budget, de dire voilà combien ça m'a coûté l'achat média au prospect. Pour la prochaine, si je double mon budget, je devrais avoir le double de prospects minimum. Alors, si vous avez des questions pour la première intervenante, pour la première intervention, oui, nous avons une question dans le fond. Allez voir la dame. Madame Terrasse, je vais vous demander de venir ici. Voilà. En rappelant à toutes fins utiles qu'elle a apporté sa contribution sur le thème « Le leadership des femmes africaines dans l'industrie de la communication, quel impact pour l'économie ?» Allez-y. Bonjour à tous. Je suis ma question s'adresse à Madame qui nous a fait un brillant exposé
relativement à la publicité. Je voudrais dire, puisque la publicité rime avec la photo, image de personnes, quel est l'intérêt qu'on a avec une image photo haute définition dans une publicité? She thanks you for the presentation, which she thinks was a brilliant expose. So since your presentation was focused on advertisement, she would like to know what is the importance of having, because advertisement goes with the use of pictures and images. So what is the impact or the importance of having HD pictures in your advertisements? It is extremely important. Indeed, thank you so much for your kind comments. But pictures speak 1,000 words, as you know, and there is nothing to replace a good photo. You can only use a good photography to get your message across, for people to get to read what the copy says. It is really very, very important to think through and to invest in good photography. There is no replacement to in advertising, whether it's for TV, video content, whether it's for print or digital, or even for radio. As you know, you invest in a good voice-over, because that has to be the magnet for the message. Donc, merci pour vos commentaires. Madame souhaiterait dire que les photos sont d'une importance critique. Donc, il n'y a pas moyen de pouvoir raconter son histoire que de le faire avec de très bonnes photos. En fait, elles sont très importantes. Donc, que ce soit pour des impressions, que ce soit pour des posts, que ce soit pour des vidéos, que ce soit pour tout genre de communication, il est critique d'avoir des photos de très bonne qualité pour pouvoir appuyer la campagne de publicité sur laquelle vous travaillez. If I may also add as well, photography that is not good is a bad reflection on the brand. Également, quand les photos ne sont pas de bonne qualité, c'est une piètre réflexion, un piètre reflet plutôt de votre marque. Ça renvoie un message négatif. It's very, very important that we encourage our clients to invest in good professional photography, and we invest the time to make sure that we get the best photography for the message. Donc, il est très important d'encourager nos clients à investir pour de bonnes photos, donc une galerie photo de qualité, pour nous permettre de pouvoir travailler au meilleur niveau, pour un rendu optimal pour eux. I hope that answers the question. J'espère que cela répond à votre question. D'autres questions pour Madame Terrasse? Okay, thank you, everyone. Merci à tout le monde. Je vous appelais pour ce panel, notamment sur le thème « L'expérience client, un levier de performance », appelé Madame Monica Mollan, qui est la directrice générale de Canal+ Advertising. Je vais vous appeler aussi Mme Seynabou Dia. Madame Lika Guirandou. Et pour terminer, Mme Annick Connet. Madame Annick Connet, qui est, elle, directrice générale de l'Académie du service. Madame Seynabou Dia, qui est directrice générale de Global Mind Consulting. Madame Lika Guirandou, elle est directrice générale de Légende Conseil. Et puis Madame Monica Mollan, qui, elle, je rappelle, est directrice générale de Canal+ Advertising, si je prononce bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'expérience client. Alors,
en économie, mesdames, bienvenue à ce panel qui démontre une fois de plus le leadership féminin qui est à l'honneur dans cette 7e édition des ASCOM. Alors, en économie, un client désigne la personne ou l'entité qui prend la décision d'acheter un bien ou un service de façon occasionnelle ou habituelle à un fournisseur. C'est une personne qui confie ses intérêts à une autre personne, notamment un expert, en échange d'un bien. Alors, ça, c'est la définition que nous donne sommairement l'économie. Avec vous, mesdames, on va y aller. Madame Annick Connet, je vais vous demander de prendre le micro. Et vous demander comment vous, chez vous, définissez le client. C'est qui pour vous le client? Le client à l'Académie du service Le Roi. Donc, nous, à l'Académie du service, c'est un cabinet de formation, de conseil. Et nous avons pour socle de mettre en avant, en fait, les collaborateurs. Nous parlons ici d'expérience client, mais nous parlons d'expérience collaborateur. Parce que le collaborateur, il faut travailler sur son expérience pour que l'expérience client elle soit meilleure. Pour vous, vous n'appelez pas le client, vous l'appelez collaborateur. Non. Le client, mais pour que son expérience soit meilleure, il faut travailler sur l'expérience collaborateur d'abord. Donc, à l'Académie du service, nous formons les collaborateurs. Nous travaillons avec les collaborateurs afin qu'ils puissent délivrer une expérience client enchantée. Allez. On va, avec Madame Senaboudia, parler de sa définition, votre définition du client. Bon, déjà, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Je ne sais pas s'il y a une définition type du client. Je pense surtout que ça s'adapte en fonction de l'activité que vous avez, de votre écosystème, de vos enjeux et de votre ambition et de votre positionnement sur le marché. Pour le cabinet Global Mind que j'ai la chance de diriger depuis près de 9 ans et qui est basé en Afrique centrale mais aussi en Afrique de l'Ouest depuis très récemment, donc au Sénégal, on cible essentiellement des structures qui ont des vrais enjeux de maîtrise d'image, qui vont avoir pour vocation à vraiment, plus que d'être des acteurs, plus que d'être des spectateurs de leur communication, vraiment être des acteurs de leur communication et pouvoir valoriser leurs différents messages auprès de leurs clients. Donc pour nous, le client, c'est d'abord une entité, une entreprise, une organisation qui a des objectifs de positionnement qui sont très importants et qui a vocation vraiment à pouvoir avoir une maîtrise totale de son image de marque. Monique Almoulan. Bonjour à tous. Donc je dirige la régie publicitaire qui s'appelle Canal+ Advertising. Alors je dirais que pour moi l'expérience client, alors la base bien sûr c'est de connaître parfaitement ses produits, que l'équipe commerciale connaisse l'offre, mais l'expérience client va au-delà, on rentre plus dans l'empathie, une relation privilégiée. Je dirais le client est roi, mais devient presque un ami aussi. Une relation très très proche, très privilégiée, qui va générer des émotions et se faire plaisir dans la collaboration. Voilà. Madame Lika Guirandou. Alors, nous, on s'inscrit, moi je dirige l'agence Legend Conseil et je me rapproche plus de tout ce qui est émotion. Pour nous, pour Legend Conseil, le client, c'est presque d'abord nous, parce qu'on parle d'authenticité. On travaille sur tout ce qui est développement personnel, self-marketing, personal branding. Donc on part sur quelque chose de vrai, d'authentique, et c'est sur ça qu'on travaille. Qu'est-ce que je voudrais faire ressortir chez le client? Quelque chose qu'il ressent, qui est vrai. Donc il faut que moi-même je sois vrai. Donc on travaille sur la relation client, on travaille sur ce qu'il y a comme émotion, comme désir, et j'insiste beaucoup sur le terme authenticité parce que ça englobe tout.
Donc pour nous, le client, c'est une personne. C'est une personne qui a des désirs et qui veut qu'on lui fasse ressortir ces désirs-là, mais de la façon la plus vraie possible. Pardon. Voilà. L'argent n'est pas au cœur hein, de tout ce que vous avez dit tout à l'heure. On n'a pas l'impression que c'est un objectif majeur. Est-ce que le client est traité selon son argent? Parce on l'a vu tout à l'heure, hein, pour faire peut-être une légère digression entre la thématique sur le digital qui incluait le fait que plus votre budget est intéressant, plus votre exposition médiatique est plus large. Est-ce que justement dans le traitement émotionnel, particulier, personnalisé du client, l'argent représente un facteur majeur? Bon, il faut savoir que nous gagnons notre vie. Nous sommes des dames qui travaillons, donc le principe, c'est d'avoir une relation gagnante-gagnante. Donc il faut que le client soit satisfait, certes, mais nous aussi, il faut que nous puissions mener à bien nos entreprises. Nous avons du personnel, des staffs, des objectifs de société. Donc l'argent, on ne va pas dire l'argent est important, mais l'argent est un facteur qui nous accompagne dans nos différentes missions. Oui. Vous pouvez réagir à chacune différemment. Il y a un micro devant vous, madame. Juste rebondir et donner un chiffre. Aujourd'hui, 85% des marques bénéficient d'une fidélité qu'on juge moyenne. Ça veut dire que quand on parle d'expérience client, il y a un élément important. Donc, il y a nous, notre relation avec nos clients au quotidien. Comment est-ce qu'on peut justement avoir une relation qui soit basée sur aussi la personnification, c'est-à-dire que avoir une relation privilégiée, ce n'est pas uniquement un numéro ou bien un compte bancaire, mais c'est d'abord et avant tout une entreprise, une entité avec qui on interagit. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ça qui nous permet aussi d'être très pertinente dans nos conseils et dans ce qu'on propose, parce qu'on connaît le client. Puisqu'on échange régulièrement avec lui, on sait quels sont ses enjeux, on sait quelles sont ses problématiques. Et je pense que ça rend aussi beaucoup plus pertinentes nos recommandations ou les propositions de valeur qu'on peut formuler. Mais il y a un élément qui est tout aussi important, c'est notre capacité justement à pouvoir susciter au sein de nos clients, enfin, auprès de nos clients, cette volonté de mettre au cœur de leur activité l'expérience de leurs propres clients. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Très souvent, et là je pense que vous allez probablement me rejoindre là-dessus, lorsqu'on discute avec les clients, on a le sentiment que c'est normal aussi, ils ont la tête dans le guidon. Ils sont souvent très préoccupés par les objectifs de chiffres. Les responsables communication ont aussi beaucoup de pression. Et donc, on peut avoir cette habitude d'être sur une communication très auto-centrée. Donc, on va utiliser des mots qui nous parlent à nous en interne, parce qu'on est galvanisé par les team building, etc. Mais des éléments qui ne parlent pas nécessairement toujours à votre client. Et je pense que le fait de pouvoir conseiller aux entreprises, aux organisations, de remettre au cœur de leur dispositif la préoccupation de la satisfaction de leurs clients, c'est la meilleure formule. Parce que ce sont les clients qui témoignent et qui sont de futurs prescripteurs pour fidéliser les clients actuels et puis surtout en apporter de nouveaux. Sur ce qu'elle vient de dire, quand on réussit son expérience client, quand le client est heureux, on a réussi à générer des émotions chez lui, ça devient un très bel ambassadeur. Au-delà de quelqu'un qui va conseiller une société, qui va dire tiens là-bas, va là-bas, tu vas trouver des chaussures. Là, de lui-même, va pouvoir dire ah tiens, j'ai trouvé hier des chaussures à tel endroit, c'est vraiment génial, l'accueil et toute l'expérience client, tout ce qui va autour. Donc ça devient des ambassadeurs et on sait comme c'est difficile de prospecter, d'aller chercher pour nous des annonceurs, mais là des clients. Et si le bouche à oreille fait le travail, là c'est vraiment gagnant. Ça me permet d'ouvrir évidemment le deuxième volet qui est là-dedans, parce que le public doit réagir, notamment sur la gestion de clientèle, parce que je crois que c'est ça qui garantit la pérennité de votre entreprise. Comment vous allez construire justement cette gestion pour que le client n'aille pas voir ailleurs? Est-ce que l'émotion est l'émotion, mais pas que, je pense. Hein, Mika Guirandou? Il y a de la crédibilité dans ce que l'on vend. C'est ça le plus important. On part de quelque chose. Bon, moi, c'est moins marketing, c'est moins produit. Hein, c'est moins produit, c'est plus personnel. Mais il faut rester crédible dans ce que l'on traduit par rapport au service que l'on donne. Bon, je dis n'importe quoi, si je garantis que le client va avoir son électricité à 18h,
quand bien même ça ne dépend pas de moi, c'est pas moi qui vais faire le branchement, mais c'est une autre équipe, il faut que je reste crédible dans ce que je dis aux clients. Donc il faut que je sois sûr de la chaîne qu'il y a entre moi et mes autres collaborateurs. Donc tout est dans... Que les clients soient satisfaits, il faut que la promesse client soit délivrée. Quand on dit quelque chose, il faut que ça se passe. Quand le client revient et vous dit merci, effectivement j'ai eu telle chose parce que ce que vous m'avez dit c'est exact. Donc il faut derrière avoir une équipe soudée, parce que vous avez parlé de collaborateurs, il faut que l'équipe soit soudée, il faut que l'équipe comprenne qu'il y a un certain commitment, engagement qu'il faut avoir envers son client. Et quand on s'engage par rapport à un service, il faut savoir le faire. Donc il y a de la crédibilité et de l'engagement vis-à-vis de la société, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. Madame Koné, oui, Madame Guérandou a parlé tout à l'heure de l'émotion. Et notre invité d'honneur de ASCOM a parlé de tout ce qui est immatériel. Aujourd'hui, je pense que l'émotion joue beaucoup, l'immatériel, nous sommes dans un monde immatériel. L'Académie du service, nous travaillons sur plusieurs points. Chaque année, nous lançons le baromètre national sur la qualité de l'accueil. Parce qu'il faut le dire, il faut le reconnaître, la qualité de service en Afrique, l'expérience client, elle a besoin d'être travaillée. Nous partons par exemple sur le baromètre de l'accueil, travailler déjà sur les points d'accueil. Parce que nous, par exemple, nous faisons des clients mystères chaque année. Et les top managers ont besoin de savoir vraiment ce qui se passe dans les entreprises. Parce que c'est vrai que nous travaillons sur l'expérience client avec les collaborateurs, mais je veux dire que les top managers, c'est eux qui vulgarisent l'expérience client dans l'entreprise. Donc nous partons, nous leur montrons par exemple, lors des clients mystères, par exemple, des photos. Vous allez voir, par exemple, dans des restaurants, dans des banques, des toilettes où les clients, c'est pas possible d'y être et les top managers ne peuvent pas le voir. Donc, nous savons très bien que les top managers réagissent aux événements extérieurs. Par exemple, s'il y a une concurrence ou s'il y a des éléments extérieurs. Nous avons le baromètre est en face de la promesse. Vous allez changer peut-être de micro, celui-là. Voilà. De la promesse faite aux clients qui n'est pas respectée en général. Nous avons eu par exemple 300 entreprises en 2018 pour la qualité de l'accueil. Je veux vous dire vraiment, il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il faut que en Côte d'Ivoire et en Afrique, on comprenne que l'expérience client, aujourd'hui, les consommateurs sont volatiles. Ouais. Ils sont volatiles, il y a la concurrence. Il faut vraiment travailler sur l'expérience client. Il faut travailler sur tout le parcours client. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Madame Koné. Je vais demander à Madame Senabou Dia. Alors, ça fait près de 9 ans, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez monté votre entreprise. Quel est le client qui a le plus duré chez vous ou qui est avec vous? Ça fait combien d'années? On va parler de cette fidélité client-là. Alors, le plus ancien chez nous, ancien de vos clients. Ça fait 5 ans qu'on est en compte avec lui. Alors, il y a un élément important. Allez-y. Et merci pour la question. C'est l'aptitude, la capacité qu'on peut avoir aussi à être un apporteur de solutions. C'est vrai, elle l'a rappelé très justement, on est des prestataires, on vient exécuter une prestation donnée, on a validé quelque chose, on a validé un budget, on s'est fixé des objectifs avec un rétro-planning et un budget, mais on le voit quand on accompagne un client, il y a d'autres problématiques qui peuvent se greffer aux enjeux de communication. Et c'est là où, effectivement, au niveau de notre cabinet, on essaye de ne pas se limiter à ce pourquoi on est sollicité, mais vraiment d'être à la disposition de nos clients et être dans une logique permanente d'écoute active. Parce qu'il y a des choses que le client ne peut pas forcément déceler ou percevoir et qui par contre, peuvent avoir une incidence dans le développement de son activité. Je vais vous donner un exemple. On a eu, il y a près de 3 ans, à préparer une grande campagne de communication internationale
pour un de nos clients qui était dans le secteur de l'immobilier. Donc il y avait l'immobilier à destination des populations locales, mais il y avait aussi la vocation, ou en tout cas l'intérêt de pouvoir aussi susciter un engouement auprès de la diaspora. Et on nous a pressés, on nous a dit il faut démarrer la campagne, il faut impérativement qu'on lance tout à partir de juin, etc. Et j'ai dit ok, on peut lancer la campagne maintenant. A priori, techniquement, on devrait pouvoir finaliser les supports, etc. Mais est-ce que vous êtes prêts? C'est-à-dire que est-ce qu'à minima, justement pour ne pas rentrer dans le travers des communications antérieures et tenir compte aussi des a priori qu'avaient les populations visées, est-ce que vous êtes véritablement prêts? Et on est parti sur un exemple concret en disant mais tiens, est-ce qu'il y a une maison témoin au moins qui est disponible, qu'on peut filmer, sur laquelle on peut inviter des personnes à passer et à partager leur expérience en ayant visité cette maison témoin? La réponse était non, donc on leur a fortement recommandé d'attendre, d'avoir au moins une ou deux maisons témoins comme ça, même une, qu'on peut au moins montrer, pour que les gens puissent, quand vous achetez quelque chose, on a envie de voir. On n'achète pas quelque chose dont on nous a parlé vaguement, on a envie de pouvoir, à la limite, le toucher, le sentir, et puis se faire sa propre idée. Et c'est dire qu'on aurait très bien pu se dire, on est une agence de com', on a un cabinet de conseil, donc on va juste démarrer la campagne comme le client nous l'a demandé, mais ça n'aurait pas profité au client véritablement. Donc il faut, je pense, avoir cette intégrité et suffisamment de moralité pour se dire, bon, est-ce que l'objectif c'est juste de faire la presta ou est-ce que l'objectif c'est vraiment d'accompagner le client dans la solution qui s'y est le mieux par rapport à une situation donnée. Voilà, si je me permettrais, oui, c'est exactement ça. Il faut arriver même à déceler plus que le client ne dit. Très souvent, un client arrive, il vous dit je viens acheter telle chose, il peut être content ou mécontent, mais derrière, il y a tout un monde. Donc en fait, c'est travailler avec le client et puis savoir, en fait, quand on parle d'expérience client, on parle vraiment d'une relation que l'on a avec le client, parce qu'on partage un moment de vie de ce client-là qui arrive. Et donc, il faut arriver à déceler. Imaginez que vous soyez à un comptoir et que vous tombiez devant un client pas satisfait. Il arrive, il est fâché, il crie, il n'est pas content, vous lui avez dit telle chose et ça ne se passe pas. En fait, il est fâché pour plein d'autres raisons. Le fait que son système ne marche pas, c'est un petit phénomène, ça. Donc, il faut arriver à faire descendre tout le reste et puis accueillir sa nouvelle, accueillir son émotion. Une fois qu'on accueille son émotion et qu'on comprend son émotion et qu'on travaille dans cette empathie-là, parce que l'empathie sans tomber dans des travers, mais un minimum d'empathie, là, on commence à donner une petite solution au problème du client. Ce n'est pas automatique. Notre monde de la communication n'est pas un monde, on n'est pas des robots, on ne travaille pas avec des sociétés comme étant des machines, on travaille avec des gens. Nous sommes des gens, nous sommes des humains et nous travaillons avec des gens qui ont des émotions. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, à travailler dans la relation client. Il faut la rendre beaucoup plus humaine que technique. Technique, on a la technicité. La technicité, elle est là. Mais il faut maintenant, aujourd'hui, de plus en plus, on est en 2019, on travaille sur de l'émotion. Quand on parle d'émotion, on parle de qui je suis moi en tant que client et comment je suis réceptionné quand j'arrive quelque part. C'est ça, en fait. Alors, on va rester justement avec vous pour terminer ce deuxième volet. Quand je parle de l'expérience client, et notamment de vos anciens clients qui sont encore là, selon vous, quel est le secret justement de cette relation, de cette longévité dans la relation client? Moi, je pense que c'est délivrer la promesse. C'est pourquoi vous vous êtes engagé. Délivrer ce pourquoi vous avez dit que vous pouvez donner quelque chose. C'est ça. Et donc, ça revient à de la crédibilité, de l'intégrité, de l'authenticité. C'est délivrer ce que vous avez dit que vous alliez faire. Et si vous ne pouvez pas, expliquez que vous ne pouvez pas. Donc, gardez cette franchise dans la relation qui fait que le client se dit, il a fait de son mieux. Il est en train de me délivrer le maximum. Et puis d'investir davantage. C'est là où je pense que vraiment on peut se différencier. C'est le fait de pouvoir investir auprès de ses clients. Je vous donne un exemple. Il y a à peu près 3 ans, on a décidé de lancer les Global Masterclass. On n'est pas un institut de formation. Par contre, on s'est dit que dans les enjeux de nos clients, il y a aussi la nécessité de pouvoir renforcer leurs capacités. Là, la plupart des personnes qui sont là sont des dirigeants ou des cadres dirigeants. Vous occupez des responsabilités importantes au sein de vos structures, voire même vous en êtes à la tête.
et ben personne n'est parfait. On passe notre temps, notre vie à devoir se former, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Et avoir cette intelligence-là, ça nous permet aussi de savoir quels sont nos points de faiblesse ou les points sur lesquels on doit s'améliorer. Et donc, il y a 3 ans, on a décidé de lancer les Global Masterclass, qui sont destinés justement aux dirigeants. C'est une matinée. Nous, on cherche la personne qui fait autorité dans le domaine. On a déjà eu sur la culture d'entreprise, on a déjà eu sur le management interculturel. C'est des thèmes qui n'ont rien à voir avec la communication, a priori, mais c'est des thèmes qui sont très importants pour développer les performances de son entreprise, pour améliorer son management en interne. Et donc, on offre ça gratuitement, on fait venir un expert. D'ailleurs, je vois pas mal de visages que je reconnais. Je pense qu'il y en a qu'on va faire venir à Libreville ou à Dakar très rapidement pour venir partager cette expérience-là. Et on ne prend pas des théologies, on ne prend pas des gens qui viennent nous faire la théorie ou des profs. On prend vraiment des gens qui ont pratiqué, qui ont 30 ans, 40 ans de bouteille, qui ont pratiqué ça au quotidien et qui peuvent venir donner des conseils très pratiques à nos clients. Et on leur offre ça pour une matinée, on fait le petit déjeuner ensemble et on leur remet un truc. Et tout le monde me pose cette question, mais Madame Dia, vous ne m'avez pas envoyé votre facture, on n'a pas payé. Je dis non, c'est gratuit. C'est gratuit, on ne l'a pas fait pour gagner de l'argent, on l'a vraiment fait parce que pour nous, c'est très important de nous impliquer et d'investir à vos côtés. Je voulais juste renchérir, c'est délivrer l'expérience client, mais aussi surprendre. C'est-à-dire, vous rentrez chez vous, on vous dit merci de votre achat que vous avez effectué dans tel magasin. Donc, c'est vraiment surprendre aussi le client. Madame Molland, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, c'est pour compléter ce que disent ces dames. Je pense qu'un client qui est là depuis longtemps, en fait, il faut toujours viser sur le long terme quand on a un client. Pas essayer de lui prendre tout de suite son argent, ne pas penser à nos tableaux de bord, à notre chiffre d'affaires. Il faut atteindre tel chiffre ce mois-ci. Il faut vraiment viser sur le long terme, le conseiller au mieux et aussi former ses équipes à ça. On peut mettre la pression sur une équipe commerciale, mais toujours garder à l'esprit qu'il faut rendre service au client. Ce que tu disais aussi, de dépasser notre simple cadre, le conseiller, l'entourer. Et pour ça, dans le choix des équipes, pour moi, c'est important de trouver des personnes qui sont sympathiques, qui aiment les gens, qui sont fins psychologiquement. C'est vraiment très important pour moi d'être entouré d'une équipe commerciale avec ces profils-là pour pouvoir écouter le client. C'est vraiment ça le plus important. Alors, dernier volet, justement, avant que le public ne réagisse. On est dans un monde concurrentiel, dans lequel tout le monde a envie d'être le meilleur, le premier, et donc constamment, les entreprises veulent gagner plus. Comment vous les emmenez au sommet et les y maintenez? C'est ça qui est important, en fait. On va le savoir avec Madame Guirandou, pour commencer. Les emmener au sommet, je ne sais pas. La seule façon d'aller au sommet, c'est de travailler le service. Une banque, je veux dire, vous avez 10 banques, elles offrent exactement les mêmes taux d'intérêt. Donc, pourquoi j'irai plus dans cette banque-là que dans l'autre? C'est le service que je vais y avoir. Et donc, c'est là la relation client. C'est là qu'on parle de la relation client. C'est tous les services que vous donnez. C'est ça qui fait la différence. Une banque, un hôtel, une compagnie de téléphone, c'est le service. Donc, la qualité de service, le capital sympathie qui s'installe entre votre client et vous-même, le voyage qui s'installe dans cette expérience client, parce que c'est un voyage et c'est une relation qui commence et qui ne se termine pas. Donc, c'est ça. C'est la qualité et la valeur que vous mettez dans le service et dans l'échange. Madame Molland? C'est la même chose à partir du moment où on est tous bons, parce que bon, les concurrents, on est tous pareils sur le papier. On a en gros les mêmes offres, on est pareil. Et ce que je répète à mes équipes aussi, c'est de dire qu'est-ce qui va faire la différence, pourquoi aller travailler chez X ou Y, c'est la sympathie. Le client va prendre son téléphone, me dire tiens j'ai tel besoin, qui je vais appeler? Bon ben je vais appeler un tel parce que je me sens accompagné, je me sens proche et voilà, c'est vraiment ça pour moi la différence. Madame Dia? Je pense que l'élément déterminant, en tout cas
pour ce qui nous concerne, c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique. On ne considère pas nos clients comme des clients. Nous, c'est ce qu'on se répète à longueur de journée. C'est beaucoup plus que ça. On est vraiment des partenaires de nos clients. On s'engage à leur côté dans l'atteinte de leurs objectifs stratégiques. On est soucieux et désireux de préserver ce qu'ils ont réussi à construire et de contribuer fortement à pouvoir l'amener encore plus haut, encore plus loin. Donc on est dans une démarche permanente d'écoute active et on est toujours soucieux de pouvoir être des contributeurs. Voilà. Donc on n'est pas là pour uniquement faire des prestations et exécuter ce qui nous est commandé ou ce pourquoi nous sommes sollicités, mais on est vraiment là pour être le petit plus qui vient apporter une valeur ajoutée qui soit véritablement différenciante. Madame Koné ? L'expérience client est vraiment une valeur ajoutée. C'est une notion vraiment différenciante. Je donne l'exemple, par exemple, de Zappos. Je ne sais pas si vous connaissez Zappos. C'est une marque de chaussures qui a été rachetée par Amazon. Ils ont appliqué donc ce que nous appliquons à l'Académie du service, l'employé d'abord, le client après. Et 8 ans après, ils ont multiplié par 1000 leur chiffre d'affaires. Donc l'expérience client est vraiment une différenciation. Ok. Alors, on pourrait les applaudir pour passer maintenant au temps des questions. Et pour vous aider évidemment à mettre un nom sur chaque visage, je vais aller de la gauche vers la droite. Madame Lika Girandou Ndiaye, qui elle est directrice générale de Légende Conseil. Madame Monica Molon, qui est la directrice générale Canal Plus Advertising, qui est une sorte de régie publicitaire. Madame Seynabou Dia, directrice générale de Global Consulting, et Madame Annick Koné, directrice générale de l'Académie du service. Maintenant que vous avez associé un nom au visage, y a-t-il des questions à la salle, s'il vous plaît? Ok. Levez votre main plus haut, s'il vous plaît. Bon, commencez par vous en noir. Bonjour mesdames, bonjour cher public. Merci pour ce bel exposé. Je me nomme Adama Diallo Ngom de la société Colmi Côte d'Ivoire. Nous sommes spécialisés en gestion de la relation client. Ma question va s'adresser à Madame Guérando, qui dans ses propos tout à l'heure a parlé de quelque chose de très important. Elle a parlé de la relation client, mais de façon humaine. Donc c'est très important. J'aimerais savoir en fait quelle place les gens de conseil donnent aujourd'hui au digital. Parce que pour ce que nous entendons du digital qui est assez important, on se retrouve aujourd'hui avec des hôtels sans personnel pour nous recevoir, plutôt des robots. Et puis on va se retrouver avec des véhicules sans conducteur et tout. J'aimerais savoir effectivement quelle place est dans nos digital dans cette relation client, cette expérience client. Alors, le digital dont vous parlez, je ne donne pas de place à ça. Parce que moi, je donne la place pour l'humain. Donc, je ne peux pas donner une place à l'automobile qui part toute seule et puis l'hôtel qui se réserve tout seul. Parce que moi, je suis dans le contact, je suis dans l'échange. Et je veux travailler sur l'importance d'avoir quelqu'un, un interlocuteur en face. Donc, je ne donne pas de place prioritaire à ça. Désolée. Aujourd'hui, par exemple, excusez-moi, ça me permet de poser une autre question. Aujourd'hui, on est client chez des opérateurs télécoms, je dirais, ou même chez Canal Horizon, par exemple, je dirais. On a une expérience avec ces prestataires. J'aimerais savoir si ils s'adressent à vous parfois pour avoir des conseils, parce que j'ai envie de dire, j'appelle aujourd'hui un opérateur telco parce que je suis mécontent, mais je n'ai pas l'impression après que ma préoccupation était vraiment prise en compte, parce qu'en fait, 10 ans après, je reste avec la même problématique. Pourtant, juste après mon appel, j'ai reçu une sorte d'appel automatisé qui veut jauger ma satisfaction. Voilà. Donc après, je ne sais pas si vous les accompagnez là-dedans. Et c'est de ce digital-là dont je parle justement. Oui. Ce digital-là, oui. Parce qu'il y a un call center, par exemple, et il y a des gens qui sont derrière des machines qui répondent au téléphone. On travaille beaucoup avec ce genre de clients. On a des clients, je veux dire qu'un de nos clients principaux, c'est ça. C'est travailler avec le call center
et puis leur dire comment il faut répondre, comment il faut satisfaire le client, comment il faut être vrai, parce que vous savez, quand on vous dit « j'ai bien retenu votre préoccupation », donc votre nom c'est bien Madame Intel, vous voulez faire ceci, vous avez l'impression que vous parlez à une machine. Donc vous dites « ça va, j'ai déjà dit mon nom 3 fois, ça suffit ». Donc c'est avec eux qu'on travaille justement, c'est avec eux, parce que c'est eux le monde de demain. Justement, c'est pas le robot, c'est pas la voiture, c'est eux. C'est toutes ces banques, toutes ces distributions de chaînes de télé, compagnies de téléphonie et tout, qui ont un comptoir qu'on ne voit pas avec des gens qui répondent à vos préoccupations. C'est un gain de temps. Vous ne vous déplacez pas, donc vous parlez au téléphone. Mais il faut qu'au téléphone, vous soyez sûr qu'on va vous comprendre et répondre à vos préoccupations. Donc on a beaucoup de travail qui est basé sur ça et qui marche bien. Parce que vous savez, ce n'est pas facile non plus pour l'employé qui est de l'autre côté d'avoir un canevas parce qu'on lui dit tu dois dire ça. Donc tu dis bonjour, tu demandes le nom, tu demandes le numéro de téléphone, tu fais ceci. Donc lui, il a un schéma et il doit respecter ça. Et puis vous clients, vous ne répondez pas à ça puisque vous ne donnez pas votre nom, vous donnez d'abord votre numéro de téléphone, donc vous cassez les codes. Et lui, il est derrière, il se dit mais qu'est-ce que je dois faire? C'est donc l'emmener à être le plus naturel possible avec votre demande. Comprendre votre demande, accepter votre demande, accueillir votre demande, et puis après, commencer à y répondre. Bien sûr, avec des codes, bien sûr, parce que toutes les sociétés sont structurées, mais que ça reste cohérent et vrai dans ce que vous dites aux clients. Donc on travaille beaucoup avec des gens. Bonjour à tous, Jennifer Liversin, directrice de l'agence de communication Les Signes. Déjà, merci beaucoup pour votre franchise, tous les conseils donnés. Dans notre agence, on essaye d'être vraiment très, très proche de nos clients, de nos partenaires et d'apprendre de leurs expériences. Moi, aujourd'hui, je fais appel à vos expériences en tant que directrice ou créatrice de société. On a beaucoup parlé des consommateurs, mais est-ce que vous auriez des petits conseils pour les prospects lorsqu'on est une jeune agence et qu'on doit se battre face à des bulldozers déjà sur la place, agence ou autre, hein, mais voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour briser la glace et atteindre ces prospects qui peuvent changer beaucoup de choses pour des nouvelles sociétés? Merci. C'est une agence de communication que vous dirigez, que vous venez de lancer en Côte d'Ivoire. Moi, je trouve toujours ça hyper rassurant d'être dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs qui sont déjà présents. Ça veut dire que ça marche et ça veut aussi dire qu'il y a de la place pour tout le monde. On a la chance d'être dans un pays où le secteur privé est quand même très dynamique. Le secteur public aussi investit pas mal, je pense, dans la communication. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place. Mais je suis sûre que vous avez aussi votre touche à vous, quelque chose qui doit pouvoir vous permettre de vous différencier, quelque chose qui n'est peut-être pas encore déjà proposé ou qui est proposé pas intégralement de manière satisfaisante. Je pense que c'est ça l'élément le plus important. Et de faire quelque chose qui vous plaît. Parce que je peux vous assurer que, et là je pense qu'on est toutes d'accord, faire ce travail-là, c'est quand même très harassant, c'est fatigant. S'il n'y a pas de la passion, on n'y arrive pas. S'il n'y a pas vraiment une volonté chevillée au corps de faire avancer et de prendre plaisir à voir avancer nos clients, on ne le fait pas. On le fait de manière très inefficiente. Donc, vous-même déjà, votre identité, votre personnalité, ce qui vous touche, ce qui vous parle, ce qui vous passionne, et ce qui va vous permettre de vous différencier par rapport à d'autres agences qui sont déjà sur le marché, qui font déjà très probablement en Côte d'Ivoire un travail extraordinaire, mais un truc qui n'est pas encore pourvu et qui est important. Nous, je donne un exemple, on ne faisait pas du tout de communication digitale, et il y a quelques mois, quelques années, on a commencé à se dire, tiens, bon, nous-mêmes, comment est-ce qu'il faut qu'on communique sur le digital, mais surtout, on s'est rendu compte que dans le volet RP, la dimension de la e-réputation était un élément clé. Donc on a commencé à massivement s'investir là-dessus et c'est ce sur quoi nous travaillons actuellement. Donc d'accepter aussi d'innover, d'évoluer avec les besoins qui ne sont pas encore couverts. Je pense que c'est tout à fait ça. Je veux dire qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a pléthore d'agences de communication. On se demande, mais qu'est-ce que c'est ce pays-là où il y a plein d'agences de communication? Mais la seule chose qui fait la différence, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous offrez. Et vous savez pourquoi vous avez créé votre société? C'est parce qu'il y a quelque chose qu'on ne donne pas,
que vous avez. Donc c'est avec cette confiance-là qu'il faut aller chercher vos clients et leur dire, voilà ce que moi je propose. Ils vont vous dire, ah mais je connais un tel. Oui, mais moi, voilà ce que je propose. Et je vous garantis que vous allez avoir les clients qui vont avec ce que vous offrez. Garantie. Aussi, je voudrais reprendre que, effectivement, les dirigeants vivent une expérience, ils vont en immersion. Donc, les dirigeants vont à l'étranger, ils vivent une immersion que les collaborateurs ne vivent pas. Moi, nous, on est convaincus à l'Académie du service qu'on ne peut reproduire que l'expérience qu'on a déjà vécue. Et comme en général, les collaborateurs ne sortent pas, ne vont pas en immersion, n'ont pas d'autres expériences, ils ne reproduisent que ce ils connaissent. Parce que c'est vrai qu'au-delà des formations, il faut, au-delà des formations, être en immersion, faire des expériences où nous sommes convaincus que ça nous apporte à nous-mêmes. Et je pense que cela manque dans les entreprises en Afrique. Nous faisons par exemple des Learning Expeditions où nous emmenons nos collaborateurs à l'étranger, vivre ce que nous, en tant que dirigeants, nous pouvons vivre, ce que nous pouvons expérimenter, parce que ce que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas le reproduire. Et je pense que le problème aussi se situe à ce niveau. 2 éléments de réponse très rapides. Le premier, c'est que pour nous, dès lors qu'on est dans le conseil ou qu'on est dans la communication, les ressources humaines, le capital humain est un élément décisif de ce que nous proposons, de ce que nous offrons. Donc c'est notre premier poste d'investissement, c'est vraiment celui sur lequel il ne faut pas qu'on se rate. On ne peut pas se tromper parce que si nous, en tant que dirigeants, on fait l'affaire et qu'on est en voyage et que là, il y a une réunion ou qu'il y a une prestation à accomplir et que le collaborateur qui est l'interface avec le client ne répond pas au degré d'exigence qui est le vôtre et qui est légitime, ça pose un problème. Parce que vous n'avez pas besoin de savoir qui, est-ce que c'est alpha, oméga, est-ce qu'il est stagiaire, est-ce qu'il est consultant senior ou junior, ce n'est pas votre souci, vous avez payé pour un service et vous vous attendez à ce que ce service-là soit largement délivré. Donc c'est normal. C'est un défi, c'est vraiment un défi permanent de trouver les compétences à l'échelle africaine. Moi, je ne peux pas parler, je vais laisser Lika parler du cas de la Côte d'Ivoire, parce que vous donniez cet exemple-là spécifiquement, mais je pense que c'est vraiment un des défis majeurs que nous avons, de réussir à trouver des ressources humaines de qualité qui, à la fois techniquement, auront les compétences de pouvoir délivrer les prestations attendues, mais aussi au niveau de l'éthique et du degré d'engagement, qui sont tout aussi importants. Le fait de pouvoir s'impliquer à 200% sur un sujet dès lors qu'il vous est confié. Donc je pense que c'est véritablement un challenge et vous avez raison de pointer le doigt là-dessus. On va mettre la pause déjeuner maintenant pour ceux et celles qui ont réservé pour le déjeuner. Et à 14h30, on reprendra la session pour les awards. Voilà, merci beaucoup. Jean-Jacques, si tu oui. me permets, juste un truc. Moi, c'est un pur plaisir de voir autant de femmes talentueuses, brillantes, compétentes, travailleuses qui sont là. Et je voudrais que vous vous applaudissiez, parce que ça fait juste plaisir de voir autant de femmes leaders réunies. Et peut-être, si tu nous permets, avant de partir, je vous propose qu'on prenne tout un selfie ensemble. Parce que je pense que l'affaire de la compétence ou du leadership, c'est loin d'être une question de femme ou de pas femme. C'est juste qu'on a choisi de se lancer dans notre activité et de nous donner les moyens d'être les meilleurs dans ce que l'on fait, ou en tout cas, vraiment de ne pas se limiter. Donc, je vous invite à ce qu'on fasse toutes, mesdames. Vraiment, je vous félicite. Et je pense que la dimension de la bienveillance entre femmes, elle est fondamentale. Notre capacité aussi à pouvoir travailler en réseau, en synergie, est tout aussi fondamentale. Donc, je vous salue et je vous applaudis vraiment pour ça. On va aller pour le selfie alors. Pour le selfie. En tout cas, remerciements assez spéciaux à M. Michel Russell-Lauré, promoteur des ASCOM. Remerciements à l'invité spécial. On va éteindre le projecteur pour voilà, à l'invité spécial de cette 7e édition des ASCOM, Madame Thérèse Azefao-Béré, en tout cas qui a apporté sa contribution dans la dynamique de la femme. Voilà. Et puis remercier
Madame Annick Koné, DG de l'Académie du Service, Seina Boudia, directrice générale de Global Mind Consulting, Madame Lika Girandou Indiaye, directrice générale de Légende, et Madame Monica Molon, directrice de Canal Plus Advertising Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants, marque une courte pause.